On a appris hier la mort de Michel Butor à l'âge de 89 ans, romancier, essayiste et poète aussi. Michel Butor a mené une longue carrière de professeur, notamment à l'étranger, en Égypte, en Grèce et en Angleterre, en Suisse aussi, jusqu'au tout début des années 90, en même temps qu'il construisait une œuvre foisonnante, abolissant les frontières de genre. Il ne s'est jamais arrêté d'écrire, Michel Butor. La modification, bien sûr, en 57, l'avait fait connaître et propulser dans la galaxie de ce qu'on a appelé le nouveau roman, aux côtés d'Alain Robbe-Grillet, de Claude Simon. Mais son œuvre, qui s'est progressivement éloignée du roman, d'ailleurs, il n'en a écrit finalement que 4. Son œuvre est infiniment plus complexe que ça. Nous allons ce matin entendre Michel Butor et lui rendre hommage en compagnie de Mireille Kallgruber. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Écrivaine, vous êtes professeure à l'Université de Paris 3 et vous avez édité l'ensemble de l'œuvre, l'intégralité de l'œuvre qui était en cours, donc, comme nous le disions, de Michel Butor aux éditions La Différence. Est-ce qu'on peut dire, Mireille Kallgruber, que Michel Butor était avant tout un voyageur ? Un voyageur, oui. Vous parliez d'intégralité de l'œuvre, mais c'était impossible de Il a fallu publier faire quand même des choix. L'intégralité. Non, on a vraiment publié, à part quelques oublis, mais il a écrit depuis, il n'arrêtait pas d'écrire. Donc les œuvres complètes, incomplètes, comme il disait, nous les avons terminées en 2010. Et depuis, ça faisait donc 6 ans qu'il écrivait, et beaucoup, en effet. Alors un voyageur, vous avez raison, mais un voyageur écrivain ou écrivant tout le temps, et pas seulement, mais donnant beaucoup de lui, que ce soit dans des entretiens, que ce soit dans des colloques, que ce soit dans des concerts, puisqu'il aimait aussi beaucoup être récitant dans des concerts, que ce soit dans des films. Bref, il a pratiqué et exploré tous les genres, toujours avec beaucoup de charisme, je dirais, beaucoup de capacité à transmettre ce qu'il aimait et ce qu'il faisait. On est également au téléphone ce matin avec Pierre Brunel. Bonjour. Bonjour. Professeur émérite de littérature à l'Université de Paris 4, membre de l'Académie des sciences morales. Et vous avez écrit également sur Michel Butor. Écrire, c'est détruire des barrières, disait-il. Oui, j'ai écrit un livre sur son second roman, L'emploi du temps, à un moment où je travaillais beaucoup sur ce qu'on appelle encore le nouveau roman, appellation dont il se défiait, et j'essayais d'ailleurs de montrer dans ce livre que ce n'était pas un pur exemple de nouveau roman, mais que Michel Butor faisait œuvre personnelle, originale et poursuivait une voie qui l'a conduit à des inventions tout à fait extraordinaires en littérature. Non seulement il s'est défié du nouveau roman, mais on le disait tout à l'heure, il n'aura écrit finalement que 4 romans. La partie romanesque de son œuvre, elle est finalement toute petite. Est-ce qu'on peut dire que c'était un explorateur, Michel Butor ? Alors je crois qu'il a été un explorateur tout au long de sa carrière, et il l'a été dans ses romans d'ailleurs, car chacun d'entre eux est une exploration toujours d'un espace, que ce soit un immeuble dans Passage de Milan, que ce soit une ville dans L'emploi du temps, que ce soit un voyage dans La modification, et à chaque fois aussi c'était l'invention d'une forme, c'était l'exploration d'une forme. Et c'est peut-être par là, d'ailleurs, qu'on a pu le considérer comme faisant partie de cette école, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il était un inventeur de formes. Mireille Kallgruber, vous êtes d'accord avec ça ? Inventeur de formes, il aimait aussi explorer le génie du lieu. Et inventeur de formes et de déformes, j'ai envie de dire. Il déformait beaucoup tout ce que nous attendions de façon calculée. Il calculait beaucoup ses poèmes, ses livres, mais en même temps, c'était pour inventer de nouvelles choses, que ce soit avec Boomerang, où il a, pour la première fois, imprimé en couleur. Il était un des premiers à faire ce que maintenant on fait beaucoup. Ou que ce soit ses livres comme Gyroscope, qu'on ne peut pas lire, puisqu'il y a 4 colonnes et qu'il faudrait avoir des yeux partout pour arriver à les lire en même temps. Il y a Mobile aussi, en 62, qui avait aussi quand même... C'est celui-là qui a fait vraiment scandale, on peut dire. À l'époque, on a dit de tout de ce livre, puisqu'il est émietté sur les pages et en même temps, il est extrêmement calculé. Il y a quelque chose de musical dans sa manière d'écrire également, quelque chose de fugué. Et c'est vrai que dès les romans, comme on le lui reprochait beaucoup dans la critique,
disons la critique classique, il faisait des phrases trop longues, des phrases qui débordaient toujours. Et il avait répondu « Ah, mais Proust aussi faisait de longues phrases. » Et on lui a dit « Ah oui, mais c'était Proust. » Il a dit « un jour, on dira aussi que c'était Michel Butor. » Il a eu besoin de beaucoup se défendre, hein, et finalement, il a écrit aussi de nombreux essais sur ces questions-là. C'est vrai, il a commencé le premier répertoire, c'était sur le roman, sur l'écriture, sur la manière de justement de réinventer un rapport à la langue, un rapport aux mots, puisque pour lui toujours, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a été très influencé par le surréalisme. Il a participé au surréalisme et il en est resté quelque chose dans son rapport justement à la langue et à la déflagration langagière qu'il recherchait tant dans la prose que dans la poésie. Il n'a jamais fait de différence dans ces genres-là, mais il faisait traverser tous ces récits de beaucoup de travail poétique. Ouais, il faisait de la géographie critique, tiens, pour revenir à Mobile. Alors écoutez ce que nous disait Michel Butor, c'était en 2000, il y a déjà quelques années, au micro de Frédéric-Yves Janet dans À voix nue sur France Culture, à propos du voyage et de cette géographie critique. Il y a 2 avions qui partent en même temps d'Orly vers Nouméa, avec de très nombreuses escales à l'époque. Et dans chacun de ces avions, il y a des couples plus ou moins réguliers. C'est-à-dire, c'est un peu le même principe que dans 6 810 000 litres d'eau par seconde, et qui vont échanger un certain nombre de répliques. Et puis, au bout d'un certain temps, les avions vont donner le sentiment de dialoguer les uns avec les autres. Et à chaque escale où l'on arrive, il y a un avion qui repart pour Orly, et avec des gens qui dialoguent à l'intérieur aussi. Ça fait donc une structure, une espèce d'arbre de trajet qui devient de plus en plus complexe, et à l'intérieur desquels il y a un dialogue qui est de plus en plus riche. Alors, oui, tu vois, il y a 2 niveaux de dialogue. Il y a le dialogue à l'intérieur de chaque avion, et puis il y a le dialogue d'un avion à un autre avion. Alors, ces dialogues-là, les gens qui y participent ne savent pas qu'ils y participent. C'est la radio qui est capable de faire vivre cela ensemble. Voilà, Michel Butor en 2000. Réseau aérien, c'était réseau aérien en effet. Il adorait ce genre de mobile, c'était encore une manière de mobile, c'est-à-dire de quelque chose qui ne cesse de bouger, mais en même temps de s'équilibrer, de se rééquilibrer, et ce qui m'a toujours touché chez lui et qu'on entend très bien ici, c'est comment il est capable d'intégrer des choses très quotidiennes, très banales, qui ont l'air très banales, avec tout un système qui en fait nous fait réfléchir sur nos rapports avec les choses les plus infimes comme avec les choses intersidérales, comme là, qui nous déborde. Et il aimait faire des structures... Le poète de l'intrication. De l'intrication et de l'intersidéralité, qui sidère en même temps. Et c'est vrai qu'il aimait beaucoup construire ce genre de structure ou d'arborescence qui permettait l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ces voyages, il les faisait aussi à travers les arts, à travers la littérature évidemment, à travers la peinture, la musique, la photographie. Il s'intéressait à tout, Michel Butor. Vous savez, ce matin, quand vous m'avez invité, j'ai tout de suite pensé l'amitié. Et je me suis dit que, au fond, ce qui caractérise avant tout Michel Butor et sa manière d'écrire et de travailler, c'est de travailler avec des amis. Il avait un art de l'amitié et même du compagnonnage. Vous voyez, j'ai pris d'emblée Au rendez-vous des amis. C'était un ouvrage qu'il avait écrit. Quand il écrivait un poème, il y avait toujours une adresse. C'est toujours dédié à quelqu'un. Il répondait ou il interpellait quelqu'un. Et c'est vrai que depuis très longtemps, Michel Butor n'écrivait que pour et avec des peintres, des photographes, d'autres écrivains. Il a écrit un très beau texte qui s'appelle « Requête aux peintres, artistes et compagnie ». Et où il s'adresse à eux en leur disant « Merci de me laisser voir en votre compagnie, de me laisser lire en votre compagnie. » C'était quasiment des échanges épistolaires, même avec des noms contemporains. Mais avec une forme, c'est ça, parce qu'aussi bien, il s'adressait à Victor Hugo comme il s'adressait à Jean Roudot ou à Georges Perros, qui était un de ses amis les plus intimes. Pierre Brunel, vous êtes d'accord oui, avec ça, art de l'amitié C'est sur un trait qui m'a beaucoup frappé, en particulier dans les derniers temps où je l'ai connu, c'est une extrême générosité. Vous ne receviez pas une lettre de Michel Butor sans qu'il y joigne un dessin,
sans qu'il y joigne un poème, sans qu'il y joigne un inédit. Et jamais je n'ai vu cela chez aucun autre écrivain. Ça partait, je crois, vraiment d'une générosité profonde, alors de ce désir d'échange passionné que vient d'évoquer Mireille Kalgruber, mais aussi de cette nature vraiment d'une richesse extrême. Mais on l'a réduit alors, quand on parle encore aujourd'hui, on voit dans la presse le chantre du nouveau roman, Michel Butor. C'est une réduction, Mireille Kalgruber. On s'arrête à la fin des années 50, ouais. oui, parce que déjà en 62, il écrit mobile, il est complètement ailleurs. Mais je voudrais compléter ce que disait Pierre Brunel très, très justement, cet art de la correspondance. Il faisait des cartes découpées. On recevait chaque fois des cartes et des collages. Et je l'ai vu chez lui, ça voulait dire avoir des scotch de couleur, prendre ses ciseaux et patiemment construire pour chacun une carte. Donc c'est ça, le moindre geste, la moindre correspondance, le moindre rapport à l'autre était poétique. Pour lui, un écrivain est fait et constitué de sa littérature. C'était donc un homme aussi complexe, Mireille Kalgruber. Il était très complexe, Michel, très complexe. D'abord très érudit. Et c'est vrai que vous vous sentiez très petit à côté de lui parce qu'il avait une mémoire fantastique et il était très érudit. Et en même temps, effectivement, il vivait avec ses écrivains comme s'ils étaient à côté de lui. Victor Hugo, Mallarmé, Montaigne, c'était ses maîtres, c'était ses guides et en même temps, c'était sa nourriture quotidienne. Pierre Brunel ? Oui, absolument. Je dirais même que c'était si familier et cette familiarité peut atteindre un point extrême. Comme Mireille Kalgruber, je me suis intéressé à sa relation avec Rimbaud et j'ai été très frappé par le fait qu'il prend le relais de Rimbaud. Vous savez que dans une lettre de Rimbaud, parlait du fils qu'il aurait désiré avoir ou qu'il désirerait avoir. Eh bien, ce fils, Michel Butor l'a imaginé, Michel Butor l'a fait vivre en quelque sorte. C'est l'enfant marcheur, un motif qui prend de plus en plus d'importance dans son œuvre. Mireille Kalgruber, vous êtes d'accord Rimbaud, et c'est vrai, Rimbaud nous a rapprochés, Pierre Brunel, Michel Butor et moi, puisque Pierre nous avait invités pour travailler ensemble. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce Rimbaud, c'est vraiment un Rimbaud tout à fait particulier. Michel Butor s'intéressait toujours à la face cachée d'un écrivain. Et de Rimbaud à moi, il m'a révélé la correspondance. C'est-à-dire, ce qui l'intéressait, c'était le Rimbaud qui n'écrivait plus. Alors que, bien sûr, on s'intéresse tous au Rimbaud qui a écrit jusqu'à 17 ans, puis qui s'arrête. Or, lui a démontré que Rimbaud n'a jamais cessé d'écrire, que lorsqu'il était en Afrique, lorsqu'il faisait des comptes rendus de géographie, c'était encore de la poésie, c'était encore de l'écriture. Voilà, ça c'est Michel Butor. Il a souvent, longtemps et très tôt été critiqué, vous le disiez tout à l'heure, Mireille Kalgruber. Il a fini par être snobé par les milieux littéraires. Il en a souffert de ça, de cet éloignement Alors je pense qu'il en a souffert à un certain moment, parce que Michel Butor, c'est quelqu'un qui finalement à 30 ans a eu tous les honneurs. À 30 ans, il avait reçu le prix Renaudot, il était vraiment, ses 4 premiers romans ont eu beaucoup de succès, et il m'a dit, oui mais j'allais pas quand même écrire toute ma vie la modification, c'est ce qu'on aurait voulu de moi, mais je ne voulais pas faire ça. Et je crois que lorsqu'il est passé à autre chose et qu'il n'a pas été suivi, sur le coup, il l'a vraiment certainement mal vécu. Mais ensuite, il avait beaucoup de force à la fois intellectuelle, poétique, et puis il était très bien entouré, il avait une famille très aimante, et puis des amis, beaucoup d'amis, il voyageait énormément, il était reconnu, comme très souvent on n'est plus reconnu à l'étranger que chez soi, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il a eu cette force-là de continuer à écrire, sans s'occuper si ça plaisait ou si ça plaisait pas, et c'est aujourd'hui ce qui fait son œuvre, c'est-à-dire c'est une œuvre qui n'a pas de complaisance, qui a sa logique, qui a sa propre recherche, sa propre dynamique, et qui a toujours été vers ce qui était nouveau, ce qu'on ne faisait pas, ce qu'il fallait explorer, ce qui ouvrait aussi des horizons, mais qui en réalité nous ramène à nos interrogations quotidiennes. Je suis un inconnu célèbre, disait-il Pierre Brunel. Il est enseigné, Michel Butor, et beaucoup, c'est vrai, aussi à l'étranger, aux États-Unis notamment. Il a beaucoup enseigné à l'étranger. Moi, je l'enseignais à l'université. Il est venu très souvent dans mes séminaires, à la Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, et les étudiants l'adoraient. Il était de plein pied avec eux. Il se sentait plus proche et plus
compris de cette personne qui avait 85, 86, 90 ans, car dans 3 semaines, Michel Butor allait avoir 90 ans. On s'apprêtait à fêter son anniversaire. Et il m'avait dit, mais vous savez, vous inquiétez pas, j'ai 90 ans pendant un an, donc ne faisons pas tous les premiers jours. Donc il était très très aimé des étudiants à qui finalement il répondait, il était un véritable interlocuteur, il les comprenait, il leur offrait, je ne dis pas des solutions, mais il savait poser les mêmes questions qu'eux.